Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, au cœur du rugby, du top 14, du rugby à 7, de la Pro D2, de la nationale même sur Sud Radio. On est d'ailleurs du côté de Madrid, on suit ce match du côté de Madrid entre la France et l'Australie pour cette finale du rugby à 7. Petit point score avec Antoine Mazer. Et l'équipe de France qui vient d'encaisser au retour de cette mi-temps un nouvel essai de Madison Levy pour l'Australie, 14-7, mais il reste 4 minutes 30 à jouer encore pour l'équipe de France s'ils veulent revenir dans cette finale du 7 du côté de Madrid. Et dans quelques instants, ce seront les garçons qui seront en finale face à la meilleure équipe du monde, l'Argentine, maintenant à 2 mois des Jeux Olympiques, à 1 mois et demi des Jeux Olympiques. Donc c'est important de voir un petit peu le niveau du rugby à 7 français. On va évidemment parler de top 14 ce soir avec Stade Toulousain, Stade Rochelet au Stadium. On y sera dans quelques minutes et tout à l'heure au coup d'envoi à 21h05. On vient de vivre aussi un match de top 14, Quentin Kévenis, oui, avec des résultats dans cette 25e journée. Exactement Alexandre, avec à l'instant Toulon qui a étrié clairement 52-10. Les autres résultats de cette 25e journée, avec hier en début d'après-midi le Racing 92 qui a battu Pau 24-15. Succès de l'USAP face à l'UBB 37-30. Oyonnax a battu Bayonne 27-20. Castres s'est imposé à domicile face au Stade Français 27-18. Et puis succès de Montpellier face au Loup Rugby 41-26. Tu le soulignais tout à l'heure, en 7, la finale des garçons, ce sera à 20h26 pour être tout à fait précis, contre l'Argentine. Et puis un dernier mot avec Montauban qui va rester en Pro D2 la saison prochaine. Les hommes de Sapiac ont battu dans l'après-midi Narbonne 20-19 dans le barrage d'accession, Alexandre. Ah bah tiens, on va tout de suite du côté de Narbonne avec Pierre-Philippe Lafont. Bonsoir coach. Bonsoir à tous. Dans le bus de l'équipe, c'est ça, sur le retour à Montauban là ? Sur le bus, je me suis isolé un petit peu parce que après On peut s'isoler dans un bus ? Eh oui, t'arrives toujours à trouver un petit coin devant, à côté du chauffeur. Généralement, c'est un peu plus calme qu'en plein milieu avec la base et les bières. Donc voilà, ouais. Je trouvais un petit endroit pour pouvoir me répondre. Bon voilà, si vous nous écoutez sur Sud Radio, vous êtes au cœur du bus de l'USM Sapiac. Sur le retour vers Montauban. Montauban, pour parler de retour, eh bien, c'est pas un retour en Pro D2, mais ça a été proche d'un départ de ce championnat. Montauban est maintenu. Oui, tout à fait. Une deuxième partie de saison compliquée, vraiment très très difficile à partir du mois de janvier, alors qu'on était 6e à la trêve. Très compliqué, ce qui nous a amené à dégringoler au classement et à se retrouver 15e à l'issue de la journée, la 30e journée. Donc voilà, on avait envisagé ce match de barrage. L'envisager et le faire, c'est deux choses. On l'a vu, notre entame de match et puis notre première demi-heure a été complètement catastrophique. On est passé à côté, on a été pris, on était stressé, on était fébrile. Et puis voilà, on s'est repris. Même si tout n'a pas été parfait, on a été chercher le point qui nous a permis de passer devant à la 74e, je crois, et de le garder et de se maintenir ce soir en Pro D2. L'essai d'Yvan Reillac, 1 point d'écart seulement à la fin donc de cette partie pour ce premier access match de l'histoire entre la nationale et la Pro D2. Pierre-Philippe Lafont, on se connaît, on vous a régulièrement sur Sud Radio. C'est pour ça que je me permets un peu la question un petit peu qui peut fâcher, la question un petit peu tendue. Et oui, Pierre-Philippe Lafont. Avec ce succès et donc bien le maintien de Montauban en Pro D2, est-ce que vous serez toujours coach de l'USM la saison prochaine, Pierre-Philippe ? Bonne question, mais c'est pas moi qui faut la poser. Moi ce soir, je suis content, je vais boire des bières, je vais souffler avec mon groupe, avec mes joueurs, avec mon staff, on va savourer, on est soulagés. Vraiment notre saison a été très compliquée. Donc on va savourer. Demain est un autre jour et on verra. Moi je suis sous contrat pour la saison 2024-2025, on verra. Bon, aujourd'hui, l'important de gagner, que le club soit en Pro D2 la saison prochaine, parce que voilà, il y a des joueurs en titre d'équipe, des joueurs importants de cet effectif, donc c'était important aussi pour eux de faire partie de l'équipe, laisser le club en Pro D2. Il y a 10 ans, le club était champion de France ce jour-là, donc c'était important de rester dans l'histoire et de ne pas devenir honteux. Donc voilà, ce groupe a décidé de rester dans l'histoire et j'ai envie de m'associer avec eux. Et vraiment, on souligne aussi à quel point parfois la stabilité peut être importante dans le rugby, dans un club qui a été assez instable ces dernières années. Peut-être qu'un peu de stabilité peut amener des résultats. Bon, ce soir, est-ce qu'il y aura quand même un peu de modération à Montauban ou pas trop quand même avec les joueurs là, parce que non,
Sans modération, non. Après une saison compliquée comme ça, après un match comme on a vécu, voilà, une ambiance de feu, c'était magnifique, au Parc des Sports et de l'Amitié, vraiment 10 000 personnes, 2 000 tapiaquins. Donc non, on s'est régalé, mais bon voilà, il y avait quand même une pression sur les épaules qui était terrible. Hein. Tu joues ta vie perso, tu joues ta vie professionnelle, tu joues la vie du club. Hein. On est sur national, c'est perdre le statut professionnel. Le centre de formation perd l'agrément. Tu perds les droits TV de la Ligue. Il y a énormément d'enjeux sportifs, financiers, contractuels, réglementaires. Voilà, ça aurait été une catastrophe pour l'USM. Et on a su être à la hauteur et on a su rester dans les clous et permettre à l'équipe et au club de se maintenir. Bon, merci beaucoup Pierre-Philippe d'avoir été avec nous. Vous avez pas un petit micro là pour dire dans le bus que les joueurs sont en direct sur Sud Radio? S'ils veulent nous faire un petit coucou aux amoureux de rugby sur Sud Radio, ils sont les bienvenus. Hein. Il n'y a pas de problème, on vous écoute. Plaisir, mais alors là, je pense, si je prends le micro et je coupe la musique, je crois que je vais me faire tuer. Je sais pas. Ouais, ça sera embêtant. Ils ont carte blanche, ils font ce qu'ils veulent ce soir. Oh là, c'est parfait. On prendra des nouvelles quand même. On espère que tout va bien se passer, mais en tout cas, soirée de fête à Montauban. Tout à fait. Ça c'est beau, c'est très beau. Merci beaucoup Pierre-Philippe d'avoir été avec nous et on se retrouve la saison prochaine en Pro D2 parce que Sud Radio sera toujours le plus grand diffuseur radio de ce magnifique championnat de Pro D2. Merci beaucoup Pierre-Philippe. Merci beaucoup, merci pour votre message, merci. Merci beaucoup. Voilà, vous vivez l'intérieur du bus de Montauban avec le coach de l'USM et le maintien donc des Montalbanais en Pro D2. On va évidemment revenir sur toutes les infos du week-end avec Quentin Cabanis dans un instant, mais d'abord une info toute chaude. La France vient de s'incliner en finale du Seven Series à Madrid et il n'y a pas eu vraiment photo honnêtement cet après-midi. Hein. Ouais, la marche était trop haute pour les filles de David Courtex qui s'inclinent 26-7 face à cette équipe d'Australie, deuxième nation mondiale, et c'est un petit peu la bête noire de l'équipe de France qui a du mal vraiment à gagner. Une seule victoire cette saison, c'était du côté du Canada à Vancouver, mais sinon que des défaites face à cette équipe australienne depuis un petit moment maintenant. Il n'y a pas eu match quoi. Ouais, et puis emmené par Charlotte Caslick qui faisait son retour également dans l'effectif de l'Australie, une des plus grandes joueuses de l'histoire du rugby à 7 australien, Madison Levy, qui a fait un match exceptionnel, 2 essais marqués. Mais les Françaises quand même la bonne nouvelle, c'est de les voir en finale, c'est de les voir pouvoir matcher quand même avec ces équipes-là à quelques mois, tu le disais, quelques semaines maintenant des Jeux Olympiques. L'objectif, ça restera une médaille pour l'équipe de France, et si elles sortent le même tournoi qu'elles ont fait du côté de Madrid, on devrait être rassuré parce qu'elles ont quand même une médaille d'argent à aller défendre qu'elles ont récupérée du côté de Tokyo il y a maintenant quelques années. Merci beaucoup Antoine Mazer. On va faire un point sur toutes les news rugby parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Hein. On a vécu de la Pro D2 jeudi et vendredi. On a vécu du Top 14 hier et aujourd'hui, c'est pas fini. Et le rugby à 7, voilà, beaucoup de choses à aborder avec Quentin Cabanis avant de se projeter dans quelques instants sur une question brûlante. Quelle équipe a réalisé la meilleure opération de cette 25e journée? Ça, c'est pour dans un instant. Mais Quentin Cabanis d'abord est prêt avec les infos. On va commencer justement avec les demi-finales de Pro D2 qui avaient lieu cette semaine. Ça a démarré donc le 30 mai avec Aix-en-Provence, Grenoble, match serré. Au final, les Grenoblois se sont imposés à Aix 23-22. Deuxième demi-finale vendredi soir avec Vannes Béziers. Là encore une fois, un match serré avec un succès breton 27-21. Du coup, la finale d'accession en Top 14 aura lieu le 8 juin. Ce sera à Toulouse à 17h30 et elle opposera Grenoble à Vannes. En Top 14, ça a démarré hier avec le succès du Racing 92 face à la section paloise 24-14. L'USAP a battu l'UBB 37-30. Victoire d'Oyonnax face à Bayonne 27-20. Castres a battu le Stade Français 27-18. Le MHR s'est imposé face au Loup 41-26. Aujourd'hui, Toulon a battu Clermont 52-10 avant la rencontre de ce soir. Toulouse-La Rochelle, ce sera à 21h05. Antoine Mazer vient de vous le signaler, donc les Françaises se sont inclinées en finale du tournoi de Seven à Madrid face à l'Australie. Les garçons, eux, joueront leur finale, ce sera à 20h26 face à l'Argentine, Alexandre. Merci beaucoup Quentin Cabanis. Alors, quelle équipe a réalisé la meilleure opération de cette 25e journée? C'est le premier débat du soir dans cette radio libre rugby. Venez d'ailleurs intervenir au 0826 300 300. Est-ce l'USAP et Castres qui peuvent toujours rêver de top 6? Est-ce le MHR qui retrouve de la confiance? Le Racing 92 solide en défense. Enfin, Toulon qui explose Clermont aujourd'hui 52-10. Qu'est-ce que vous retenez? Quelle est, selon vous, la meilleure opération de cette 25e journée? Je crois entendre le stadium. Tu entends bien le stadium?
Salut David Gérard et Rémi Mességuet, salut les gars. Dami. Salut Alexandre, salut à toutes et à tous, effectivement, c'est bien la musique du stadium. C'est les Damis ou les Révides, comme vous voulez, mais je trouvais ça plus joli. Voilà. La soirée commence bien. Ça va les gars? Salut à tous. Très bien. Ça va très bien. Quand la ça technique va va, beaucoup mieux qu'il y a 5 minutes. Ça s'annonce très très chaud, mes amis. Ça s'annonce très chaud, les chemises ouvertes, c'est déjà... Chaîne en or qui brille. Ah bah voilà, c'est parfait. Alors si vous avez l'occasion de mettre la vidéo, on serait très heureux de vous voir tous les deux. Notre petit couple du côté du stadium. On essaie de voir si on peut mettre ça en place. Je vais voir ce que je peux faire. Alors, quelle équipe réalise la meilleure opération de cette 25e journée? Bah tiens, on a Léo de Bayonne au 0826 300 300. Salut déjà. Léo. Bonsoir, bonjour. Comment ça va? Bah ça va plutôt bien. Bon, même si mon équipe a perdu. Oui, voilà. Quentin, il l'a annoncé, c'est pas Bayonne. Mais alors, quelle équipe réalise la meilleure opération selon toi, Léo? Alors moi j'ai envie de dire Perpignan, même si celle qui m'a fait la plus forte impression c'est Toulon à l'instant là, mais j'ai envie de dire Perpignan quand même. C'est vrai qu'après le match à Bayonne, on voyait pas mal certains dire ouais c'est pour le top 6 ça va être compliqué. Bah finalement là avec ce succès quand même assez important et prestigieux contre l'UBB, bah ils se donnent le droit de rêver avant la dernière journée avec un déplacement à Pau qui eux pour le coup ont raté le coche. Donc voilà, j'ai envie de dire Perpignan, même si Castres aussi battre le Stade Français et quand on a vu Bayonne la prestation qu'ils ont fait contre Yonax et surtout les nombreuses blessures, ils auront eux aussi un coup à faire à Jean Daugé la dernière journée. Donc mais voilà, si je dois dire une équipe, je dirais Perpignan. Et d'ailleurs Perpignan qui a marqué 176 essais cette saison, si je dis pas de bêtises, non 76. Oh là, il faut que je retrouve le chiffre. Ça fait beaucoup, 76 quand même. Non, c'est 76. Toulouse meilleur 95. Donc 176 ça va faire beaucoup. 76 c'est pas mal par contre. C'est 76 et c'est un record battu qui tenait de 75 en 2005-2006. Record battu, c'est l'essai donc de Creusdel qui a permis d'avoir 76. Cette marque-là, selon Canal+, et notre confrère Jérôme Collin, le patron des stats chez Canal+, j'essaie de retrouver exactement ce chiffre-là, mais ça montre aussi un petit peu cette équipe à quel point elle est offensive, à quel point elle est intéressante à suivre. Franchement, bah pour le coup, c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir cette saison à suivre l'USAP, qui a fait une belle opération et c'est effectivement 76 essais. Et donc c'est mieux que 2005-2006, qui était leur record dans l'élite. Je précise bien dans l'élite. Donc Perpignan pour toi, Léo. Pour David Gérard, selon toi, quelle est la meilleure opération de cette 25e journée? Je te dirais Toulon. Toulon pour plusieurs choses. Aujourd'hui, rappelle-toi, on en avait parlé après leur victoire à Bayonne. Je te disais que Toulon allait redevenir dangereux et ils le sont clairement. Et aujourd'hui, pour moi, Toulon est sûrement la rare équipe de notre top 14 pour moi qui peut vraiment mettre à mal le Stade Toulousain. Il leur faut énormément de confiance aux Toulonnais pour arriver en phase finale. Et là, en fait, en faisant cette prestation-là face à Clermont qui jouait sa saison sur le match, tu te dis qu'ils sont prêts. Ça y est, les Toulonnais sont prêts pour faire des phases finales. Les Toulonnais déjà en mode phase finale, c'est ce que tu notes. Rémi Mességuet, ton avis, quel est le club qui réalise la meilleure opération de cette 25e journée selon toi? Je vais faire plaisir à Quentin, je vais dire Castres. Et je vais dire Castres parce que faire plaisir à Quentin, je te confirme. On parle beaucoup de Perpignan, etc. Que Perpignan peut faire un coup, que pour Perpignan ils reviendraient de très loin, mais finalement les Castres ils ont exactement le même nombre de points et ils ont une dernière journée à Bayonne qui a plus rien à jouer. Donc attention les Castrés de pas finir 6e et de faire très plaisir à Quentin Cabanis la semaine prochaine. Ouais, mais est-ce que les 2 défaites face à Perpignan cette année ça va pas être trop? Il faudrait prendre. Tu vois, celle du 31 décembre là. Après Perpignan n'a pas gagné la semaine prochaine non plus. Et je vois plus Castres gagner la semaine prochaine que Perpignan. Et tu bénéficies. Il y a plus Castres gagner à Bayonne que Perpignan gagner à Pau. Oui. Pau doit jouer le top 6 aussi. Mais surtout Pau il joue à Champions Cup en fait. Il joue le top 8. Et les deux équipes tout à fait. Bah, il joue aussi le top 6 Pau, attention. Alors que Bayonne vraiment il joue rien de rien. Bayonne, Clément Combe. Ils sont dans Clément, ça fait 3 minutes qu'il essaie de parler. Moi, regarde des pour compléter tout ça, vous bénéficiez aussi Castres et Perpignan d'un duel à mort entre le Racing et La Rochelle la semaine prochaine. Aussi.
et il y a moins de 4 points d'écart entre ces 4 équipes. Après, il faut voir ce que La Rochelle fait. Mais on avait qu'un supporter bayonnais là. Donc pour le Castres Olympique aller à Bayonne la semaine prochaine, c'est de l'eau. Léo. Ah, de l'eau, quand même pas. Déjà, on a. Bah, je sais pas, moi j'écoute nos spécialistes. Apparemment, aller à Bayonne à Jean Daugé, c'est facile. Bon. C'est jamais simple. C'est jamais simple d'aller à Jean Daugé, surtout là pour une dernière à domicile devant leur public. On reste sur une défaite à Oyonnax où on aura envie de relever la tête et de bien finir cette saison. Donc évidemment, Bayonne, même si effectivement, contrairement à Pau, eux n'auront vraiment plus rien à jouer, ça veut pas dire qu'ils vont lâcher le match. Ils vont tout faire pour l'emporter. Donc ce serait évidemment compliqué. Maintenant, c'est sûr que moi je rejoins quand même ce qu'a dit Rémi. C'est vrai que je vois plus Castres aller gagner chez nous. Déjà vu les blessures qu'on a eues à Oyonnax, ça a été quand même une grosse hécatombe. Et moi j'ai aussi en tête le match aller où on s'était fait vraiment rouler dessus à Castres 37-0. Ils avaient fait vraiment forte impression. Bon, à nous aussi on a une revanche à prendre sur ce match aller. Mais moi si on devait dire entre Perpignan et Castres laquelle des deux équipes a plus de chance en tout cas avant ce match de l'emporter, je mettrais peut-être aussi une pièce sur Castres, même si j'espère une victoire de Bayonne bien sûr. Après attention, il faut pas oublier Pau. Moi je pense qu'on oublie un peu vite la section paloise qui est toujours qui a 2 points derrière, mais c'est pas impossible. La section paloise elle va jouer une finale. Alors après elle a pris dans la gueule la section du côté d'Auxerre. Oui, non, c'est vrai, mais écoutons d'ailleurs, Sébastien Piccheroni, il était hier au micro de Julien Vert, il revient un petit peu sur ce déplacement à Auxerre. Il y avait des grandes attentes pour la section paloise, grandes attentes égale grande déception. Terrible déception, tant on espérait, tant on rêvait, mais bon, aujourd'hui c'est retour à la réalité. Je pense qu'on a eu les opportunités, on n'a pas su les prendre, on n'a pas été assez précis et ça nous montre qu'une équipe qui se qualifie tous les ans est précise, un peu plus pragmatique. Donc on a certainement un fond de caisse intéressant, mais aujourd'hui il nous manque trop de précision pour être à la hauteur de ces équipes. Donc c'est frustrant. Ouais, la frustration, donc est-ce qu'on a l'impression que la section a déjà un petit peu lâché Quentin Cavanis sur les mots de Sébastien Piccheroni? Moi sur ces mots peut-être, mais moi j'ai pas le sentiment que la section va lâcher quoi que ce soit. À mon avis, ils vont jouer leur chance jusqu'à la fin de la saison. Ils ont peut-être un peu moins d'espoir, mais moi je me méfie énormément de cette équipe. Vous pouvez voir Rémi Mességué et David Gérard en direct du Stadium sur sudradio.fr, sur l'application et sur Twitch. Voilà, on est en vidéo. Est-ce qu'on peut dire que David est fier comme un coq ou pas? Peut-être par rapport au t-shirt. C'est le t-shirt, c'est le t-shirt. Merci Rémi. Il croyait que j'ai fait une commotion. C'est le t-shirt. Oui, j'ai compris. Non, mais j'ai failli faire une commotion parce que si les gens ont vraiment vu, tu m'as fait déjà un bisou. Qui jouait deuxième ligne quand même, mais bon. Oui. Justement. C'est abusé. Merci. Non, toutes nos excuses, bien évidemment. C'est vrai qu'il y a eu un très joli bisou entre Rémi Mességué et David Gérard. Évidemment, il y en aura encore plein d'autres dans cette soirée. Tiens, on accueille un supporter toulonnais, c'est ça, Quentin Cavanis? En tout cas, c'est Nicolas de la Seine-sur-Mer qui est avec nous. Peut-être pas supporter toulonnais, mais bon, normalement, quand t'es de la Seine, bon. Nicolas, salut. C'est le cousin de Mathias. Hein. Bonjour à tous. Si, supporter de Toulon est très heureux là. Oui, tu m'étonnes. Voilà. Il a fait des captures d'écran de Raka tout à l'heure qui tombait face à Melvin Jaminet. Bon, comment ça va, Nico? Merci d'avoir composé le 0826 300 300. Bon, c'est une belle soirée pour le RCT. C'est l'opération la meilleure de cette 25e journée selon toi? Si La Rochelle venait à perdre, oui. Mais ça va pas, ça. Voilà. Après, il faut, en tout cas, c'est une très belle opération. Déjà, c'est bien parce qu'en gagnant, déjà, on est sûr d'aller en phase finale. Ça faisait 6 ans qu'on n'y était pas allé. C'était quelque chose en plus qui crispait toutes les attentions et on s'est même entre supporters venir sur la gueule, quoi. Parce qu'à un moment donné, quand on a cru qu'on n'y serait pas, donc on est déjà content. Après, on verra ce que le match de ce soir. Voir si on peut être tranquille, on peut avoir l'esprit, pourquoi pas aller chercher une place directement en demi-finale la semaine prochaine au Stade Français, mais déjà en tout cas d'avoir gagné aujourd'hui c'est très très bien et honnêtement j'étais un peu stressé avant le match, quoi. Voilà. C'est fou, mais on avait tous la pression, on a tous les supporters que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux, tout ça, on avait tous peur qu'on choque, quoi, vraiment.
Donc, d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu nous dis pour la semaine prochaine, parce qu'à la base de nos infos, des infos Sud Radio, c'est que la semaine prochaine, ça devait vraiment être un énorme turnover au Stade Français Paris, d'être une journée gif avec que des gifs sur le terrain quasiment. Mais du coup, tu peux effectivement potentiellement aller chercher une demi-finale. Mais est-ce vraiment profitable pour Toulon d'être directement en demi-finale? Est-ce que t'as pas envie de faire un barrage à domicile pour te rengaillardir quand même à Mayol, faire rugir Mayol une dernière fois cette saison, David Gérard? Est-ce que c'est pas profitable d'être finalement en barrage à domicile, bien évidemment? Part du principe que tu as 50% de chance de te faire taper quand même. Parce qu'un barrage, ça reste un barrage. Et t'es pas à l'abri, à mon avis, du déconvenu. Aujourd'hui, le propre des équipes de top 14, hormis quand même le stade depuis le début de l'année, c'est l'inconstance. Ils ont tous une capacité à être monstrueux un samedi, et le samedi d'après se maffrer complètement. Donc la problématique est que moins tu vas prendre de risques dans ton avenir, moins tu auras de matchs à jouer, mieux c'est. Et puis il faut penser à la fraîcheur physique des joueurs, elle est importante. Il fait de plus en plus chaud grâce à notre belle météo qui revient et le soleil. Donc il faut préserver les joueurs et les organismes. Pas à Paris, je peux te le dire. À Paris, c'est un peu plus compliqué. Il y a un microclimat à Paris. Ah oui, alors, il faut faire quelque chose là, s'il vous plaît, du côté de Paris, parce que tout le monde, plus personne n'en peut plus. Là, c'est compliqué. On est avec Théo, toujours avec Léo et Nicolas, donc de Bayonne et de la Seine-sur-Mer. Il y a quand même la déclat du week-end, parce qu'on parle de bonnes opérations. Il y a aussi des mauvaises opérations. Alors Lyon, on peut pas vraiment dire que c'est une mauvaise opération, parce que de toute façon, il y avait rien à jouer. Par contre, il y a une mauvaise image. Ouf, quel essai par le Loup Rugby sur la pelouse de Montpellier. On rappelle la défaite 41-26. Et 10 derniers matchs à l'extérieur. Gros coup de gueule de Baptiste Couillou. Celui-là, on l'avait pas vu venir. Écoutez, c'était en conférence de presse d'après-match. Une fessée déculottée, honnêtement, c'est la honte. La prestation qu'on a produite aujourd'hui, elle est horrible. Honnêtement, elle est horrible. J'ai pas d'autres mots, parce que j'aurais pu imaginer avant le match que, en étant libéré, en ayant plus d'enjeux, on soit capable de au moins jouer libéré avec, je sais pas, une certaine envie au moins de jouer au rugby, quoi. Et, aujourd'hui, quand je vois les 70 minutes qu'on fait après l'entame du match, c'est catastrophique. Enfin, j'ai pas d'autres mots. Je vois que il y a un paquet de joueurs qui arrivent pas à trouver des leviers de motivation pour être bons. Je vois les prestations qu'on fait à l'extérieur, honnêtement, c'est calamiteux. Et moi, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont triché toute la saison. La preuve, elle est sur le terrain encore aujourd'hui. Je pense que c'est pas possible de montrer ce visage à l'extérieur. C'est pas souvent qu'on a ce genre de déclat quand même là. Il y a beaucoup de joueurs qui ont triché toute la saison. C'est quand même rare, David Gérard. C'est grave un peu comme accusation quand même, non? C'est pas une accusation, c'est un constat. Et aujourd'hui, est-ce qu'on attendait le Loup à ce niveau-là? Pour moi, le Loup était armé pour jouer les 6. Et puis entre le budget, les joueurs, l'effectif, ils avaient triplé, quadruplé tous les postes. Ils étaient armés pour. Mais le problème, c'est que quand tu te retrouves armé pour des phases finales et que tu te retrouves à jouer le maintien, oui, je comprends Couillou qui pète un petit peu un câble, parce que heureusement qu'ils l'ont, parce qu'il lui fait une saison par contre dantesque. Parce que son équipe a fait pratiquement que reculer. Mais c'est vraiment son rôle de dire ça, Couillou. Je pense que c'est pas au rôle du coach ou du président ou du directeur sportif. Est-ce que c'est vraiment, même qu'il soit capitaine emblématique, je veux bien, mais est-ce que c'est vraiment son rôle? Parce que là, franchement, il y a des mecs qui vont vouloir les triper de dire ça, non? Non, je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, c'est la réalité. Aujourd'hui, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Tu prends une déculottée comme ça. C'est où tu vires encore l'entraîneur? Ce qu'ils ont déjà fait dans le passé en virant Garbajosa, qui a juste fait une demi-finale, pas plus que ça. Ouais. Et derrière, ça Baptiste Couillou n'y avait pas l'air étranger d'ailleurs. Inconstance. Ah bon? Fan club pourtant, ils avaient fait une écharpe. Et derrière, il se passe quoi? Il se passe que ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas malgré des moyens colossaux. Et il faut dire les choses à un moment donné. Et il faut que les joueuses l'entendent. Et il faut qu'ils aient mal un petit peu. Il faut arrêter de se cacher, surtout quand tu es un prétendant à la base pour les phases finales comme le Loup. C'est vrai que c'est la situation au Loup. Moi, je t'ai vu réagir, Rémi. C'est les joies de la vidéo. Vous pouvez nous voir sur sudradio.fr sur l'application. T'étais surpris des propos de Baptiste Couillou quand même. Non, mais notamment quand il parle de tricher. Je les avais lus, tricher, mais surtout, ce qui est fou, c'est de les lâcher en conférence de presse comme ça, alors qu'on sait que Lyon a eu la réunionite un petit peu cette saison. J'ai l'impression que tous les lundis, on annonçait réunion à Lyon suite à un échec à l'extérieur, suite à oui, voilà, mais à Lyon il y a cette réunionite et l'impression qu'en fait, à quoi elles servent ces réunions pour que Baptiste Couillou il lâche ça en conférence de presse à l'arrivée. Voilà,
il y a un problème peut-être beaucoup plus profond que juste dire on a triché. Alors cet été Lyon, on va voir ce qu'ils vont faire en plus, parce que pour moi, s'il le dit dans la presse, c'est qu'il a l'impression qu'en fait il le dit en interne depuis le début et qu'il n'est pas écouté et qu'ils se sont obligés de le dire à tout le monde pour que les dirigeants, ceux qui prennent des décisions, prennent leurs responsabilités. J'ai quand même un peu l'impression que c'est ce que veut faire Baptiste Couillou. Moi je pense que des réunions tu peux en faire toute ta vie, hein. Si tu te racontes des saucisses et tu te mens et tu te dis pas la vérité, des réunions tu peux en faire toute ta vie, hein. À un moment donné, des réunions, je pense qu'ils en faisaient une toutes les 2 semaines, d'après ce qui a été dit. T'imagines, ils ont dû faire une 20aine de réunions cette année. À un moment donné, les réunions ça suffit, quoi. Il faut acter. Aujourd'hui c'est ça qu'on demande, des actes rubistiques. Et en fait tu ne peux pas toujours gagner, et par contre tu te dois à un moment donné de te battre, parce que tu es professionnel, tu représentes un club. Et là je pense qu'il y a un trop plein. Je pense qu'ils sont 3 à se battre dans cet effectif là, à l'heure actuelle. Alors pour quelle raison, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a des mecs qui ne jouent pas du tout à leur niveau, hein. Ouais, et il y a de l'inquiétude. Léo et Nico, un dernier mot de votre part à tous les deux. Vous le voyez comment ce match ce soir entre Toulouse et La Rochelle, Léo? J'attends un gros combat. C'est vrai que Toulouse, ils sortent d'un énorme match où ils étaient sur un petit nuage, et c'est vrai qu'on a vu quelques photos et quelques vidéos de joueurs pas très frais, mais ils ont bien raison. Donc on va voir comment ils vont être ce soir. Bon, on a vu qu'à 7 Dupont ça avait l'air d'aller, donc il n'y a pas de raison que ses coéquipiers ce soir ça n'aille pas. Après voilà, La Rochelle, il y a des gros retours. Si je devais dire un prono, ma raison dirait Toulouse, mais mon cœur La Rochelle. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, du 50-50, et très hâte de voir ce que ça va donner entre les 2 derniers champions d'Europe de ces 4 dernières années. Ça va être un gros match. Nico, et comment tu le vois ce match ce soir? Moi j'aurais eu tendance à dire La Rochelle, mais après avoir vu Toulouse gagner à Montpellier avec beaucoup d'espoir et beaucoup de joueurs d'espoir et compagnie, je me dis, est-ce qu'ils sont encore capables de faire un coup, surtout qu'ils sont en domicile? Donc je vais dire aussi 50-50. On verra. Enfin, en tout cas, en gagnant ce soir, La Rochelle pourrait, comme elle reçoit le dernier match, elle pourrait en tout cas se mettre bien au but de la qualification. Donc faut voir ce qu'ils répondront présent. Merci beaucoup Nico d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Très belle soirée du côté de la Côte-Varoise, la Seine-sur-Mer, et le succès tout à l'heure donc des Clermontois 52-10, des Toulonnais 52-10 face à Clermont. Dans un instant sur Sud Radio, c'est en haut de l'affiche. Ils sont 5 ce soir. David Gérard, Rémi Mességuet, Quentin Kemenis, Antoine Mazer et Clément Combe vont devoir défendre chacun une affiche de top 14. Et là, ce soir, je peux vous dire qu'il y en a qui n'ont pas vraiment choisi leurs affiches. On va voir ce qui va se passer. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby, et aussi la radio du rugby à 7. Antoine Mazer, on vit cette finale France-Argentine, mais y a-t-il peut-être un essai de l'équipe de France pour Jean-Pascal Barak? Est-ce qu'il met le genou en touche? Arbitrage vidéo, je crois que oui. Ouais, on attend de savoir l'arbitrage vidéo. Tu le disais, Jean-Pascal Barak, le joueur de l'équipe de France à 7 qui a marqué, qui a un genou malheureusement en touche dans cette finale. 3 minutes de jeu entre la France et l'Argentine. On rappelle l'Argentine, meilleure nation mondiale de rugby à 7, qui se retrouve en finale du côté de Madrid. Antoine Dupont est sur le banc. On rappelle, les filles ont perdu il y a quelques instants en finale face à l'Australie. Exactement, 26-7 pour l'équipe de France face à l'Australie, qui s'incline donc en finale, qui termineront 2e de ce tournoi. Et l'équipe de France masculine, qui a déjà gagné un tournoi, on s'en rappelle, à Los Angeles, espère gagner juste avant les JO. C'est le dernier tournoi avant les JO, et pour l'instant 0-0. Il reste 3 minutes 45 dans cette première mi-temps entre l'équipe de France et l'Argentine. On n'hésite pas à intervenir en cas d'essai côté équipe de France du côté de Madrid. On va rappeler les résultats de cette 25e journée. Racing 92 Pau 24-15, Perpignan, Union Bordeaux-Bègles 37-30, Oyonnax Bayonne 27-20, Castres Stade Français Paris 27-18, Montpellier Lyon 41-26. C'est en haut de l'affiche. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà... En haut de l'affiche, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va essayer de déterminer quelle était la meilleure affiche de cette 25e journée du top 14. Il y a eu un top à la vachette dans l'équipe Sud Radio, et à partir de ce moment-là, il fallait choisir, m'envoyer un message, et le premier qui répondait avait donc le choix de son affiche. Il y en a qui ont répondu attends, il y en a qui ont répondu
en retard. Il y en a qui ont choisi leurs affiches, il y en a qui ont subi leurs affiches. Ah, mais je crois qu'il y a eu tricherie. Moi, oui, bien sûr. Alors, il y a encore Rémi dans le coup. Je pense qu'il y a eu manipulation. Non, il n'y a aucune manipulation. Non, il n'y a aucune manipulation. Je suis pas d'accord. Moi, on me dit de lire les conducteurs. Le matin, je me réveille, je lis le conducteur. Ah oui, mais ça nous aussi. Mais nous, on attend le top départ pour donner notre affiche, tu vois. Ah ben non, mais ça après. On veut pas déranger les gens, tu vois. On est dimanche, on n'a pas envie d'embêter les gens. Si on a inventé le mode silencieux, c'est pour pas les réveiller. Oui, c'est vrai. Non mais voilà, il y en a qui lisent les conducteurs, c'est vrai. Bravo Rémi. Oui, en fait, nous aussi, bravo. Tu es un exemple Rémi. Pour tout le monde. Un exemple pour chacun de nous. Alors, ils sont 5. Qui va s'élancer en premier? Alors, c'est moi qui décide parce que c'est moi qui ai gagné vendredi. Et j'ai gagné avec une affiche qu'on m'a donnée comme ça au dernier moment et j'ai surclassé tout le monde. Donc, c'est pour ça que je participe pas. C'est que généralement après il se passe des choses et les gens sont tristes et voilà. Donc, je préfère juste être juge et revenir sur mon humble fauteuil de juge où je ne fais que décider du sort des gens. Alors, qui va être le premier à s'élancer? J'ai vraiment envie de mettre Rémi Mességué tout de suite là sur le feu. Rémi Mességué, 30 secondes pour défendre quelle affiche? Rémi Mességué, c'est parti. Perpignan-Union Bordeaux-Bègles, c'était l'affiche à ne pas rater hier entre Perpignan qui voulait toujours rêver au top 6 et l'UBB qui pouvait toujours rêver à des demi-finales directes. Et finalement 67 points dans un match, l'occasion de voir Alistair Crossdale déposer Damien Penaud sur une course. On ne le verra pas non plus tous les week-ends, un joueur déposer Damien Penaud. On a aussi eu droit à une pénalité de Thomas Soal en drop alors que son ballon était tombé du tee. Donc voilà, on s'est régalé, 7 essais et Perpignan peut toujours croire à ce top 6. Un peu court. Un peu court, ouais. Il lui restait un petit peu court, mais bon, c'est pas très. Il vient de me dire dans l'oreille qu'on lui dit souvent. Et voilà. Excusez-moi. Trop en avance ce matin, un peu court ce soir. Quoi. La devise de ma vie. Donc Rémi Mességué qui s'appelle désormais Rémi un peu court Mességué. Rémi, qui est la deuxième personne à s'élancer? Tu as le choix entre Clément Combe, Antoine Mazer. De toute façon, c'est clair. David. C'est moi, je l'ai à côté, je peux plus l'entendre. C'est moi. C'est moi. Oui, c'est toi. Ah oui, c'est toi, David. Bah oui, il n'y en a pas 50 000. Hein. David Jarre. Ah, ça nous fait plaisir, David. 30 secondes. Ouais, super. Pour défendre quelle affiche? Ah bah Castres Stade Français Paris. Allez. Bah, apparemment. Quentin te déteste. Alors, Tarn de grâce 47 après la naissance de DG. J'ai appris qu'Alexandre Dumas m'avait menti. Les 4 mousquetaires, c'est pas Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, mais c'est bien Botitou, Nakosi, Nakarawa et Kokagi. Et dans le sillage de leurs 4 soldats bleus, le capitaine de Dari Carrère a sauvé la reine Davidson des mains de l'horrible cardinal Guézal et de ses soldats roses. Alors à Castres, on fait dans la littérature et on fait dans le rugby, messieurs, donc j'en redemande. Waouh. Il va falloir step up les autres, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il va falloir step up. Hein. Si je finis deuxième ce soir, je suis content. Il n'a pas parlé du match. Alors c'était beau. Mais il n'y a pas besoin, Quentin. Mais si. Mais attends, tu l'as vu le match? Est-ce que tu l'as imagé le match? J'ai vu le match, je peux dire que j'ai bien vécu. Et Quentin d'ailleurs voulait Castres Stade Français Paris et comme tu as répondu avant lui, bah tu lui as pris. Voilà. Sache que c'était le choix de Quentin Cavanis et ça lui a été subtilisé. Et il se passe des choses à 7. Hein. Oui, je sais, à la mi-temps, les Bleus sont devant, Antoine Mazer. Exactement, laissé dans l'additional time, on appelle ça dans le temps additionnel du côté de Madrid. En français, ça marche aussi. Waouh! Il nous fait un festival ce soir, Antoine Mazer, c'est chaud. Et c'est Stéphane Parez qui permet à l'équipe de France de mener en tête à la mi-temps 7-5 face à cette équipe d'Argentine qui avait marqué le premier essai grâce à González en première mi-temps et juste avant justement cette mi-temps, et bien l'équipe de France qui marque un essai ô combien important de la part de Stéphane Parez, 7-5. L'équipe de France qui va devoir conserver cette avance pour remporter ce titre du côté de Madrid. Ouais, Stéphane Parez, le madrilène, lui passé par le lycée français de Madrid dans sa jeunesse, 7-5 à la pause. On a donc entendu le en haut de l'affiche de Rémi Mességué qui avait choisi donc USAP, Union Bordeaux-Bègles. On a entendu celui de David Gérard, très imagé, très littéraire pour ce Stade Français Paris. Ça fait trop de mots français pour Antoine. Qui est le prochain à s'élancer, Antoine? Qui est le prochain à s'élancer, David?
Antoine, tiens. Ah bah, mouillez-vous la nuque. Je suis pas chez Antoine Mazer. Alors, Antoine Mazer, il a choisi Toulon. Alors, c'est énorme. C'est l'orthophoniste. Antoine Mazer, il a choisi un truc de fou. Avant le match, il m'a dit ce sera Toulon-Clermont et il m'a répondu match de déglingo avec des essais dans tous les sens, tu verras. Antoine Mazer, Toulon-Clermont. Eh ben c'est ce qu'on a eu, Alexandre. Toulon attendait cette victoire pour pouvoir justement valider les phases finales, valider ce qu'ils arrivent à faire depuis quelques semaines. Et tout le monde se marre. Je peux même pas être sérieux dans ce studio parce qu'on peut même pas travailler correctement avec des amateurs. Et tout le monde se marre, personne me respecte, tout le monde m'humilie et je peux même pas défendre la meilleure affiche de la semaine qui est Toulon-Clermont avec des essais de déglingo. Bravo. C'est vraiment. C'est le texto qui m'a envoyé. On a bousillé. Est-ce que vous avez vu? Alors attendez. Quentin Cabanis. Quentin Cabanis, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce que t'as fait. Franchement, moi je joue plus. Magnéto, Quentin, on relance l'affiche de Antoine Mazer. On peut pas pourrir comme ça. Non, mais c'est pas de ma faute. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans l'oreillette. C'était en haut de l'affiche version victime. Dans l'oreillette, on m'a dit il bégaye il y a quelques secondes. Et à cette seconde-là, il s'est mis à bégayer. C'était pas de ma faute. J'étais obligé de rire. Ok. Quentin Cabanis, jusqu'avant la fin de la saison. On relance le tapis, s'il vous plaît. C'est parti. Pas de pression, t'inquiète pas, Antoine. Antoine Mazer, Toulon-Clermont. Toulon-Clermont parce que non mais on peut pas jouer avec des gens comme ça, c'est pas possible, j'entends des choses dans les oreilles. Mais non mais Toulon-Clermont parce que c'est justement fais-toi confiance, garçon. Oui, mais il y a eu plein d'essais dans ce match, on a même vu Raka faire du trampoline face à Melvin Jaminet. On voulait se régaler, on s'est régalé. Certes, le niveau rugbystique du côté de Clermont, c'était pas exceptionnel, ils avaient beaucoup parlé en conférence de presse, ils ont pas assumé, mais c'est pas grave. Toulon a retrouvé de l'énergie, Toulon a retrouvé des combinaisons, Toulon a retrouvé de la vitesse et surtout Toulon s'est qualifié pour les phases finales de ce championnat et peut espérer mieux au Stade Français Paris. Voilà. Bah oui, quand je te mets dans des bonnes conditions, c'est mieux, forcément, Antoine Mazer. Antoine. Voilà, ça s'approche un peu plus de la moyenne, ça. Ça s'approche de la moyenne. Ah oui. Ce sera à moi d'en juger. Mais effectivement, Antoine Mazer, qui est le prochain à s'élancer? Tu peux choisir là. Tu as le choix du roi. T'es trahi par Clément. Donc il y a eu Rémi. Eh ben toi tu trahis aussi Clément, c'est bien. Et Rémi qui est une personne honorable, respectable. Ils sont déjà passés eux. Oui, c'est pour ça. Déjà passé. Voilà, c'est pour ça. Je respecte. Il y a eu David qui est un peu chambreur, mais bon, c'est pour s'intégrer. Et puis il reste deux personnes qui méritent même pas qu'on dise leur nom, mais je dirais celui qui a le t-shirt vert qui s'appelle Clément Combe. Clément Combe qui a choisi quelle affiche? Ah bah tiens, t-shirt vert. Racing Pau. Bien sûr que j'ai choisi Racing Pau, quelle évidence. Racing Pau, c'était le duel entre les deux équipes les plus serrées au classement, le 6e contre le 7e. Le vainqueur faisait un pas de plus vers la qualification, le perdant il faisait un grand pas en arrière. Et oui, que dire, ce match, c'est parti sur des bases complètement folles, des séquences de plus de 2 minutes, ça jouait dans tous les sens et surtout que d'en avant, quasiment 60 coups de pied, plus d'une dizaine de mêlées finalement, un nombre d'arrêts de jeu incalculable. Alors oui, sur Racing Pau, c'était clairement la meilleure affiche. On a vu Tué Sauveur traverser le terrain et c'était la meilleure affiche pour faire la sieste. Le twist est bon. La chute est bonne parce que du coup, oui, nous on dit la meilleure affiche, mais c'est des critères personnels. Bien sûr. La meilleure affiche, on dit pas que c'est la plus belle ou la plus rapide ou la plus talentueuse, la plus technique. Il a dit c'est la meilleure pour faire la sieste. Pourquoi pas? En plus c'était à 15h. Quentin Cabanis. Oui. Tu es le dernier. Oui. Tu restes sur 4 victoires sur les 5 dernières journées. Faut quand même le préciser. Et tu as choisi une affiche. J'ai choisi. Alors, il a dit je veux Narbonne-Montauban. J'ai dit non. Il va faire qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Ça va aller plus vite, j'en peux plus. Je refuse de participer à cette mascarade. Et puis tu as fini par choisir Montpellier. Du coup, il saccage les performances des autres. Ah bon, j'ai choisi Montpellier-Lyon. Ok, j'ai choisi Montpellier-Lyon, je ne savais pas. Mais ok, Montpellier-Lyon, donc cette magnifique affiche où on a vu les Montpelliérains justement se redonner de la confiance avant un barrage à jouer pour pouvoir se maintenir en top 14. Les Montpelliérains, ils ont tout fait. Carbonel a été en grande forme face au Perche. Serfontaine a été incroyable. Il a inscrit un triplé dans cette rencontre face à des Lyonnais qui avaient plus grand chose à jouer non plus. Mais il fallait quand même aller chercher de l'espoir, aller chercher de la motivation. Et ça, les Montpelliérains ont su le faire dans cette rencontre avec ce succès large, 41-26 face au Low Rugby. Intéressant. Alors, avant d'avoir les délibérations,
d'abord, on lève les bras au ciel parce que là il se passe quelque chose à Madrid. Antoine Mazère. L'équipe de France qui vient de marquer un nouvel essai, Jefferson Lee Joseph qui vient marquer le deuxième essai de l'équipe de France face à l'Argentine. On rappelle, meilleure nation mondiale dans cette finale du côté de Madrid, juste avant le tournoi olympique. L'équipe de France est en train de marquer un grand coup. Pour l'instant, il reste un petit peu plus de 3 minutes à jouer. Et la transformation de Jean-Pascal Barak qui passe, elle était totalement en coin. Cette transformation de Jean-Pascal Barak, 14-5. Il reste 3 minutes 30 à jouer pour les coéquipiers de Jefferson Lee Joseph. Antoine Dupont est là également. Ils sont déchaînés, les Français. Ils sont concentrés pour aller chercher peut-être un titre exceptionnel entre la France et l'Argentine. 7 plus 2, ça fait 9 points d'avance pour l'équipe de France à moins de 3 minutes 26 de jeu. C'est chaud, c'est tendu, mais le petit break est fait pour les Français. Si les Bleus remportent la finale des Seven Series, là, c'est déglingo. On pourra parler. On pourrait dire championne du monde. Est-ce qu'on peut dire non, c'est pas une coupe du monde? Non, mais c'est ce qui vient concrétiser le titre. Finalement, c'est champion de Seven. Ça remplace la coupe du monde. C'est ça, exactement. Donc on peut dire que c'est champion du monde. Voilà, c'est le champion de l'année, ils appellent ça. Champion de l'année, exactement. Et Dupont, c'est 3 tournois, 3 médailles. Et ça va peut-être être meilleur joueur du. Pas fait. Attention, chez les Argentins, c'est 14. S'il y a bien un match. Dans tous les cas, ça fera 3 médailles pour. Oui, la médaille est faite. Il y a au moins l'argent. Oui. Non, mais il a mis 3 médailles d'or. C'est ça. C'est vrai. Non, il a fait or argent. Il n'aura pas 3 médailles d'or. Il a fait argent à Vancouver et or à Los Angeles. Est-ce que les Bleus vont être champions du monde? Ils sont déchaînés. On va le savoir dans quelques instants. D'abord la délibération. Vous avez entendu les 5 plaidoiries de en haut de l'affiche. Termine à la 4e et avant-dernière position. Ce soir, Antoine Mazère. Oh. Qui a perdu? Antoine? Oui. Ça va? Ça passe? Il joue pour pas perdre. Oui. Non, mais il est surtout défendu 2 fois son affiche. Ah oui, je suis pas dernier. Il saigne du nez, non? T'es pas dernier. Ah oui, c'est pas dernier. Non, mais c'est. Voilà. Hein. C'est bien. C'est une bonne journée. L'équipe de France va me venger. Très bien. Donc 4e, Antoine Mazère. 3e, ce soir, Rémi Mességuet. Podium comme Antoine Dupont, toujours une médaille. Toujours une médaille. Et elle va être en or, je pense. On arrive dans quelques instants. En 2. Oui, je le sais, c'est de la France contre Cavani, je suis devant. Et c'est 19-5 pour l'équipe de France. Je voulais faire monter le suspense, mais il m'a hurlé dans les oreilles. Il fait la France! Voilà. Merci Quentin. Moi, je vis ce match. Oui, l'équipe de France va être championne du monde, Antoine Mazère. C'est exceptionnel. Paulin Riva comme un symbole. Extraordinaire. Paulin Riva, la passe de Dupont pour Riva, la Gers connexion de l'équipe de France qui permet justement aux hommes de Jérôme Daré de prendre un petit avantage. 19-5. Il reste 1 minute 23 à jouer entre la France et l'Argentine. Et comme tu le disais, l'équipe de France, sans grosse surprise, va remporter ce titre à Madrid pour la première fois. Sans véritable surprise maintenant, parce que on sait en rugby tout peut arriver, mais je pensais qu'au regard de la je pensais que tu me disais au regard de la saison sans surprise. Non, je parle du résultat là s'ils sont rattrapés maintenant, ça serait plutôt une grosse surprise, mais on sait jamais, c'est pas terminé. Pliado complet, 19-5. Il faudrait marquer 50 secondes, ça va faire. La France va être championne de cette saison du HSBC Sevens après une étape. Championne du monde 2024, incroyable. L'équipe de France. Mois des JO. Exceptionnel. Il va y avoir un carton jaune quand même pour Paulin Riva, non? Même pas. Donc, en avant. Pourtant, il fait un en avant quand même qui est franchement très proche d'être volontaire. Pour la baraka est du côté des Français. 30 secondes à jouer dans cette finale. Dans un instant, vous allez découvrir qui a remporté son haut de l'affiche de la 25e journée du top 14. On rappelle un 4e, Antoine Mazère, 3e, Rémi Mességuet. Qui sera 2e, qui sera 1er, qui sera dernier? Vous allez le savoir dans un instant. Mais d'abord, les Bleus se congratulent. Antoine Mazère, Jérôme Daré, il est en feu au bord du terrain. Les Bleus vont être champions du monde. On est désormais au-delà de la sirène. Extra time.
Après Los Angeles, il y a quelques mois, l'équipe de France va remporter un nouveau tournoi de rugby à 7, mais c'est le plus important peut-être de la saison parce que c'était les 8 meilleurs qui étaient conviés du côté de Madrid et c'est l'équipe de France qui va sortir vainqueur après une performance XXL face à la meilleure nation du monde, c'était l'Argentine. L'équipe de France qui va s'imposer 19-5. Thibaut Mazzolini est en pleurs sur le terrain. Incroyable. Antoine Dupont congratule Elson Epée et Swan Rebadge et Ryan Rebadge. Ryan Rebadge, le frère de Swan Rebadge, ne veut pas taper en touche, il l'a joué vite, mais ils vont même se faire sanctionner les Français. Mais l'équipe de France va s'imposer à Madrid, ça c'est une certitude. L'équipe de France remporte l'édition 2024 du circuit mondial du rugby à 7. C'est extraordinaire. Hein. Ça c'est extraordinaire. Je sais pas si on se rend compte de la performance là. Ah non mais là c'est monumental. Hein. Et puis avec Dupont qui a été décisif en demi-finale sur son essai face à la Grande-Bretagne. Alors là l'Argentine va marquer un essai pour l'histoire, pour les tableaux de marque et pour les livres. Mais ça va faire donc 19-10. Ça a aplati au milieu des poteaux. Ça va faire 19-12 avec la transformation. L'équipe de France est championne du monde de rugby à 7 et début d'échauffourée. Oh là il y a des coups. C'est pas une échauffourée là, c'est une énorme bagarre générale. Oh là là, ouais, il est très mauvais geste. Nelson Epée qui s'est fait retourner sèchement. Il y retourne d'ailleurs le Toulousain. Là, il y a des très mauvais gestes. Il y a des coups. Là, il y a eu Jean-Pascal Barac, je crois qu'il a dégainé une chiquette là. Incroyable. Début de bagarre générale à l'issue de la finale. Dupont a pris un Argentin dans chaque main. Jean-Pascal Barac, je crois qu'il a dégainé une chiquette. C'est parti dans tous les sens. Oui mais attention parce que est-ce que faut pas se faire suspendre pour les JO derrière l'essai. Ben ça serait pas probable. Jean-Pascal Barac est très remonté, très énervé. Attendez, imaginez l'essai il est aplati. Et si l'arbitre met pénalité derrière l'essai. Ensuite il y a une pénalité. Non parce qu'il fallait marquer 3 fois. Si parce qu'il fallait marquer 3. Ah non. Mais non 14 points. Non. Possible. Ce serait une FFL de légende. De légende. Ouais, enfin, ce serait prolongation malgré tout s'il y avait un essai. Arbitrage vidéo. Alors, on y revient dans quelques instants. D'abord, donc le deuxième 200 haut de l'affiche, parce que c'est un peu décousu tout ça. Le deuxième 200 haut de l'affiche, ce soir, c'est donc Quentin Cabanis. Ça va. Le vainqueur 200 haut de l'affiche de la 25e journée du Top 14 est, sans surprise, David Gérard. Merci. Lorsque l'on est mousquetaire, c'est tout ce qu'on veut. On est comme des frères. Clément Comte dernier. Ouais, t'as mis Quentin deuxième, je m'y attendais. Ah oui, bah après oui. Voilà, Antoine qui finit devant donc Clément dans son haut de l'affiche. Ah oui, mais au moins j'ai respecté les autres adversaires. J'ai pas essayé de saccager leur performance. Carton rouge contre un Argentin. Donc la faute elle est argentine. C'est Isro. Il y a une fourchette sur Nelson Epée, il me semble. Et puis il y a aussi un plaquage un peu cathédral. C'est Isgro qui prend le carton rouge. Et donc il n'y aura même pas essai. Et du coup il n'y aura même pas essai. Et bien voilà. Peut-être que Ryan Rebadge va vite la jouer. Mais qu'est-ce qui nous fait Ryan Rebadge ? Je pense que là il faut arrêter cette histoire. Les Bleus donc vont être champions du monde. Nicolas Djebali attend. C'est fait. Et ben voilà, c'est fait. Les Bleus sont champions du monde de rugby à 7. C'est énorme, l'équipe de France qui s'impose donc 19-5 face à l'Argentine, meilleure nation mondiale. L'équipe de France qui avait terminé 5e tout au long de la saison avec toutes les étapes de rugby à 7 et qui, lors de cette dernière étape ultime des champions, les 8 meilleures équipes étaient conviées, on le disait, et l'équipe de France qui va soulever ce trophée sous les pleurs d'Aaron Grandidier et Thibaut Mazzolini. Quelle est belle cette image, Alexandre. À quelques semaines, on le disait, des JO, l'équipe de France donne rendez-vous. Incroyable soirée du côté de Madrid dans ce Wanda Metropolitano de l'Atlético de Madrid. On va parler de Pro D2 désormais. Bravo à l'équipe de France de Jérôme Daré et à l'équipe de France aussi de David Courtex, médaille d'or et médaille d'argent pour clôturer quand même, c'est extraordinaire. Vice-champion du monde et champion du monde, donc c'est extraordinaire, magnifique le rugby à 7 français. Parlons de la Pro D2, résultat des 2 demi-finales, Quentin Cabanis avec donc une finale annoncée entre Grenoble et Vannes. Exactement, Alexandre. Hop, je retrouve ma fiche, ça y est, elle était tombée par terre. Aix-en-Provence qui s'est incliné face à Grenoble 23-22 et Vannes qui a battu Béziers 27-21. Finale le 8 juin à Toulouse, Grenoble-Vannes. Merci beaucoup Quentin. Et pour parler de la Pro D2, on accueille Nicolas Djebaili. Salut Nico.
Salut, bonsoir. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, Nicolas. Exactement. Ça fait quoi? Oui. Ouais. On a commenté des matchs ensemble il y a plus de 10 ans, je crois, sur Sud Radio. Il y a 10 ans, quelque chose comme ça. 8 ans peut-être. Il y a 8 ans, effectivement, en 2016. Tu venais de terminer ta carrière avec le Stade Rochelais. Tiens, d'ailleurs, toi, tu avais vécu de l'intérieur un grand moment des phases finales de La Rochelle, qui sortait de Pro D2, qui allait quitter la Pro D2. C'était d'ailleurs une après-midi de finale. Et réécoute, tiens, les mots de Patrice Colazo. Je suis calme. Par contre, vous, quand vous allez sortir, c'est feu de toutes parts. Oui, d'accord? Kiki, c'est feu de toutes parts. C'est de la violence, c'est de l'engagement. Rassi, Saz, Jaco, sors la matraque. Et matraque-moi des mecs. Qu'ils apprennent, Jeb. Qu'ils apprennent. Mais mettez-y la tronche, hein. Aujourd'hui, si on fait les bourriques, on passera pas. Défoncez-les maintenant. Voilà, c'était avant avant la demi-finale ou avant la finale, Nicolas Djebaili, c'était avant Agen, il me semble. Je pense que c'est possible avant la demi-finale, Pau. Avant Pau alors. Avant les deux essais extraordinaires de Lepani Botia, si je me trompe pas. Exactement. Ouais, du coup, est-ce que Franck Jacob avait sorti la matraque? Non, on avait été raisonnable, mais ça s'est bien passé pour nous. Ouais, puis avec les paniers qui marquent 2 essais coup sur coup, le scénario idéal en fait sur une demi-finale. Ça s'est pas toujours passé comme ça. C'est vrai, ça s'est pas toujours passé comme ça. Parfois, c'était des bagarres générales au hameau. On s'en souvient aussi. T'étais jamais loin, toi, c'est marrant. Johan Vessels et puis Nicolas Djebaili, Jordan Seneca, mais t'étais jamais très très loin quand même, Nicolas. Pas le dernier. Il faut bien s'occuper un peu sur le terrain. C'est vrai. Bon alors, j'imagine que tu as suivi avec attention ces demi-finales de Pro D2. Est-ce que la finale Vannes-Grenoble, c'est Grenoble-Vannes, non, c'est Vannes-Grenoble en l'occurrence. Est-ce que c'est la finale à laquelle tu t'attendais? Petite surprise côté Grenoble, mais non, après sinon c'est des équipes qui ont dominé la Pro D2 cette saison, donc il n'y a pas forcément il y a une logique qui est respectée. Voilà, après c'est vrai que je voyais plus Aix-en-Provence, mais c'est la magie des phases finales aussi. Hein. On est avec David Gérard, deuxième ligne. Que toi aussi tu as évolué en deuxième ligne et en troisième ligne, Nicolas Djebaili, mais on est avec David Gérard, sélectionneur de la Roumanie et notre consultant Sud Radio. Vous avez dû vous croiser, j'imagine, sur les terrains. David, est-ce que toi aussi tu t'attendais à Vannes-Grenoble ou t'as la même surprise que Nicolas? Non, je suis assez surpris. Je m'attendais surtout à voir Aix dominer à domicile Grenoble. Pas que Grenoble ne fait pas la maille, c'est surtout que je les sentais très fatigués et ils avaient joué des matchs au cordeau pour vraiment arriver dans cette position-là. Et c'est pratiquement le même 15 de départ à tous les matchs. Je me suis dit, ils vont pas être frais alors que les Provençaux vont être frais. Puis à l'arrivée, ils ont fait un match dantesque. Après le Vannes-Béziers, je sentais Vannes très en danger, et puis ça a failli être vraiment le coup des demi-finales. Ouais, c'est vrai que les Biterrois n'ont pas fini très loin, 27-21. Avantage à qui pour cette finale, Nicolas Djebaili? Ça c'est toujours délicat de pronostiquer ce genre de match. Ça va être assez serré. Après, est-ce que la vérité d'une saison, elle se transpose en finale nécessairement, Nicolas? Non, pas forcément. Et nous, ce qui nous est arrivé à La Rochelle, je pense qu'on n'était pas, quand on bat Agen, on n'est pas forcément les favoris, mais avec une grosse dynamique, une grosse envie. Donc voilà, ça va tourner en notre faveur. Mais voilà, après c'est un moment différent, hein, une finale. C'est vraiment quelque chose d'à part. C'est ceux qui savent les jouer qui vont réussir. Je pense qu'il y a peut-être un petit avantage pour Grenoble qui a réussi à battre Aix-en-Provence à domicile. À voir. Voilà. Ce soir, il y a un petit Stade Toulousain, Stade Rochelais. Voilà, ça mange pas de pain quand même. On évoquera les compositions dans quelques instants. Le grand Stade Toulousain, meilleur club du monde probablement. 6 titres européens. Il y a 8 titres européens là sur la pelouse ce soir. Mais il y a une semaine post-finale. Est-ce que c'est une opportunité selon toi pour les Rochelais? Ouais, c'est une condition qui est à prendre en compte. Hein. Je pense que voilà, ça tombe peut-être au bon moment pour les Rochelais.
Après, l'envie des Toulousains, je pense qu'elle est là. Il y a du monde derrière. Il y a une grosse dynamique. Et puis faire le doublé cette saison, c'est peut-être sur les 4 derniers matchs qu'il faut la faire. Donc voilà, ça va être assez compliqué. Maintenant, je pense que les Rochelais aussi ont l'envie de se qualifier et puis de bien faire ce soir, parce que ça peut être un match coup près. Voilà, donc il faut que malgré tout les Rochelais prennent des points. Donc voilà, le contexte est peut-être pas forcément aussi le meilleur pour les Rochelais. À voir. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Un petit pronostic pour ce soir? Délicat, moi j'aimerais La Rochelle pour les phases finales. Voilà, après non, je sais pas. Je pense que voilà, les deux équipes ont les moyens. Après il y a un peu l'usure du Stade Toulousain par rapport à la finale, enfin l'usure entre guillemets, hein. Donc voilà, je mettrais ce petit facteur pour voilà, qui peut être favorable au Rochelais. Voilà, à voir, il faut qu'ils saisissent les opportunités. Tu as fait toi plus de 300 matchs avec le Stade Rochelais. Tu as fini à combien de matchs avec le Stade Rochelais, Nicolas? 307. Est-ce que tu penses que tu seras rattrapé par Bigny Antonio qui joue ce soir son 300e match avec le club maritime? Il va passer largement. Il va passer largement. C'est extraordinaire quand même pour un pilier. Hein. Oui, pour un pilier. Et puis surtout un international. Donc il a joué beaucoup avec l'équipe de France. Donc non, c'est une belle performance. Très belle performance. Mais avec Winnie, ça peut être en grand. C'est vrai. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, l'avant-match, puisqu'il y aura le coup d'envoi à 21h07 sur Sud Radio. L'avant-match avec David Gérard et Rémi Mességuier en direct du Stadium. À tout de suite.